Nous avons avec nous président Évariste Méambli. Il fut président du conseil régional du Guémont et aujourd'hui député de la nation. L'homme et le politicien sont souvent incompris par ses contemporains. Avec lui, nous ferons un tour d'horizon sur l'actualité régionale, nationale et internationale. Bonjour président. Bonjour M. Ouattara. M. Ouattara, avant tout propos, je voudrais d'abord remercier la télévision Amadou Gon Coulibaly, en abrégé HCTV, qui me fait l'honneur d'être à mes bureaux pour une superbe émission qui va être une émission de vérité, de franchise et surtout de débat pouvant nous permettre de convaincre nos électeurs, de convaincre les Ivoiriens sur des sujets à parfois moments incompris de M. Méambli. Le décor est déjà lancé. Oui. Président, n'avez-vous pas l'impression que vous n'êtes pas compris par vos contemporains? M. Coulibaly, je voudrais encore vous dire qu'effectivement, je vais rebondir sur 3 exemples précis où j'étais incompris par les Ivoiriens. Le premier exemple, c'est celui d'une association que j'ai mise en place, dénommée le CONASPORT, d'utilité publique à but non lucratif dans les années 2009-2010, lorsque la Côte d'Ivoire avait connu ce que nous savions tous, la division, le Nord et le Sud. L'armée du Nord et l'armée du Sud. Nous avions mis ce comité national de soutien à l'affaire de réunification en place, dont j'étais le président, avec pour co-signataire le général Soumala Bakaïko, qui était le général des forces armées des forces nouvelles, avec base Boaké. À la retraite maintenant. À la retraite maintenant, bien sûr. Et le général Mangou, actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, qui était le patron des forces de défense et de sécurité. Signataire du compte commun du CONASFOR. Et nous avons mobilisé 800 millions. Mais quand j'avais lancé l'opération vis-à-vis de nos compatriotes, de nos parents, de nos amis, personne ne croyait que ce projet pourrait aboutir. Mais plutôt pour eux, c'était pour extorquer les fonds aux Ivoiriens. Et nous avons mobilisé 800 millions. Donc moi-même, Évariste Méambli, en tant que président, j'ai posé un acte citoyen en donnant la première mise de 200 millions sortis de mes comptes privés sur des banques locales. Et nous avons mobilisé les 800 millions qui nous ont permis de mobiliser, d'acheter 8000 équipements pour nos 8000 hommes du centre de commandement intégré, 12 véhicules 4x4 qui ont été remis au Premier ministre d'alors, que nous savions tous, qui était l'arbitre des élections. Et c'est ainsi que les Ivoiriens ont compris que nous avons posé cet acte républicain, patriotique pour notre pays. Pour la petite histoire, je vais vous aider épargner, mais nous savions tous qu'à cette période-là, il était difficile d'aider nos 2 armées parce que tout le monde avait perdu. Ça, c'est le premier acte où j'étais incompris par les Ivoiriens, mais avec une réussite. Le second, c'est celui d'avoir levé le lièvre qu'on appelle notamment la loi d'amnistie, que j'ai créée, que j'ai conçue avec des juristes pénaux et qui a été déposée le 30 juin 2017 sur la table du député, président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume. Personne encore ne croyait à ce projet parce que pour eux, c'était une vue de l'esprit. Et c'est 2 ans plus tard que le président Alassane Ouattara, qui est très proche du peuple, qui est très proche de ses élus, a pris l'ordonnance le 6 août 2019, 2018 tout à moi, pour libérer 800 prisonniers avec en filigrane Mme Simone Yves Babo. Voilà des actions que nous avons menées, qui ont été combattues par certains Ivoiriens, et aujourd'hui les résultats sont là. Et le troisième, c'est celui du 9 janvier 2017, lorsque j'étais candidat contre le président Soro Guillaume à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, pour dire que le temple de la démocratie, qui est l'Assemblée nationale, nous pouvons avoir des élections transparentes, équitables et justes. C'est ainsi que j'étais candidat contre le président Soro. Certes, j'ai perdu, mais j'ai démontré une fois de plus que nous pouvions, à l'hémicycle, aller aux élections avec des bulletins multiples et avoir un vainqueur. Mais à cette période, des armes tonnaient à Boaké. Ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. J'étais candidat avec l'audace. Voilà des éléments pour moi qui me permettent de dire aujourd'hui que les Ivoiriens peuvent ne pas comprendre Évariste Méambli, mais j'ai une vision, j'ai une stratégie et j'ai de l'audace et je crois en ce que je fais. Je vous remercie.
Président, vos détracteurs disent que vous êtes un opportuniste. Allusion faite à vos relations avec les différents présidents, président Bédié, président Gbagbo et président Ouattara actuellement. Ben, M. Ouattara, d'abord, l'opportuniste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui cherche, comme le dit vulgairement, à sécher son linge au soleil et qui cherche à profiter des intérêts de ce qu'apportera celui qui en face. Mais pourquoi je suis opportuniste vis-à-vis des présidents Bédié? Pas de Ouattara qui vous êtes, pas de Yves Zoubou Junior, pas de Koulibaly Abouderaï, mais du président Bédié. Pourquoi opportuniste par rapport au président Ouattara? Pourquoi opportuniste par rapport au président Gbagbo? Je vais vous répondre avec une certaine franchise. Les Ivoiriens pensent que lorsque vous avez des relations avec un président, c'est pour avoir des prébendes, des marchés et des pôles de nomination. Dites-moi, le président Bédié a pris le pouvoir en 93, il est parti en 99. Est-ce que vous avez entendu Évariste Méamblé avoir un poste administratif dans ce pays? À peu près raison, un poste de balayeur au palais. Et je mets quiconque au défi que le président Bédié et moi, nous avons des rapports de fils à père, des rapports du jeune homme à aîné, de quelqu'un que j'appréciais. Mais il n'y a jamais eu dans nos relations une notion de 1 franc en don, aussi bien en nature comme en marché, et bien évidemment en demande de poste. Chaque fois que je voyais le président Bédié, nous parlons des problèmes de la Côte d'Ivoire et du PDCRDA et rien d'autre après ça. Donc vous étiez membre. Mais mieux, bien sûr, j'étais à jour de mes cotisations jusqu'à ce que je parte en 2007 du PDCRDA. Mais j'ai fait une révélation. Oui. La plus grosse somme de ma vie que j'ai reçue du président Henri Konan Bédié, c'est 350 000 francs lorsque j'ai eu le malheur de perdre ma fille qui est la Joanna en 2015 et 150 000 francs par son épouse en don. Mais la plus grosse somme que j'ai reçue d'un président de la République, c'est celle du président Alassane Ouattara, qui m'a fait porter 5 millions pour le décès de ma fille. Et après, mon aîné, le ministre Ahmed Bak, 1 million. Mais malheureusement, le président Ouattara, Gbagbo, était à la CPI. Mais je reconnais qu'avec lui, j'ai des bons rapports, mais jamais sur ce plateau, le président Gbagbo et moi, on a parlé de 1 franc en don, en marché et en quoi que ce soit. Non, mais mieux, le ministre Tounkara me reçoit un jour chez lui au bureau et me dit, monsieur Méamblé, vous avez reçu beaucoup d'argent de Ouattara, du président Gbagbo Laurent. Je lui ai dit, mon neveu, j'ai mis au défi. Le président Gbagbo et moi, on n'a jamais parlé d'argent. Il n'a jamais donné un marché, des instructions pour que j'ai un marché de 1 franc. La preuve, dans sa filière Café Cacao, où j'exerce, vous n'avez jamais entendu Méamblé, qu'il y a eu un souci. Et nous savions tout ce qui s'est passé dans ce pays lorsqu'il a tout jeté à la prison. Donc vous savez très bien que le président Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un d'argent, ce n'est pas un homme d'argent. C'est vraiment quelqu'un que j'ai côtoyé. Et mieux, je n'ai jamais eu des rapports financiers avec lui. Voilà mes rapports financiers avec ces personnalités. Mais au PDC, au HDP, où je suis aujourd'hui, j'y suis entré avec un groupe parlementaire, à peu de 7 députés. Sans condition. La preuve, je suis assis dans mon bureau en train de faire mes activités économiques. Je suis membre du conseil politique sur le 22e. J'ai près de 210 membres de naissance du parti. Mais est-ce que j'ai un poste aujourd'hui au HDP? Mais mes rapports avec le président Ouattara, c'est des rapports francs, de père à fils. Et je suis l'un de ces enfants adoptifs. Et je reconnais cela. Et je suis à ma place. Moi, j'attends mon heure aussi, comme les autres, pour en profiter un jour, pour vous dire, il va être auprès du président Ouattara. Et je serai très fier, parce que ce n'est pas n'importe quelle opportunité. J'ai pas opportunité vraie vis-à-vis de quelqu'un qui a Abouderaï, et bien de Ouassakara. Si j'ai opportunité vis-à-vis du président Ouattara, je me féliciterai et je dis Dieu merci. Votre région d'origine, nous parlons de l'ouest de la Côte d'Ivoire, a connu les affres de la rébellion en 2002 et la crise post-électorale aussi de 2010. Quel état de lieu pouvons-nous faire aujourd'hui? Une région qui s'est remise rapidement parce que le président Ouattara a donné l'instruction au niveau de l'administration, a donné l'instruction pour que les écoles soient construites, a donné l'instruction pour que les hôpitaux soient renforcés, réhabilités. Et quand nous étions aux affaires, notamment de 2013 à 2018, on a investi 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros venant de l'administration territoriale, puisque là c'est le président Ouattara et son premier ministre Amadou Gon qui ont eu l'ingénieuse idée de créer les conseils régionaux. Donc ils m'ont remis 7 milliards d'euros en 5 ans que j'ai investi en divisant par 4 les 7 milliards d'euros en raison de 1 milliard 800 millions pour Diokoué, 1 milliard 800 millions pour Bangolo, 1 milliard 800 millions pour Fakobli et 1 milliard 800 millions pour Kubli. Donc pour moi ma région se porte bien, c'est une belle région. Aujourd'hui cette région est en train de démontrer une fois de plus, avec sa 7e place de toute la région de Côte d'Ivoire, qu'elle se porte bien.
vous êtes le député de Fakobdi. Et vous avez pris part au congrès des deux chambres, c'était, je parle de l'Assemblée nationale et le Sénat, Tout à fait. pour donc la modification de la Constitution. Dans quel état d'esprit les travaux se sont déroulés sans l'opposition? Ben, je voudrais d'abord vous dire que les travaux se sont très bien déroulés dans un esprit fair play. Surtout que bon, nos amis de l'opposition choisirent la voie de la chaise vide et plutôt d'aller contexter les choses sous des arbres, notamment en face du palais de l'hémicycle, non loin du stade Félix Houphouët-Boigny. C'est là qu'ils ont érigé désormais leur siège et je suis pas du tout heureux qu'ils restent encore là le plus longtemps possible parce que nous savions très bien que lorsque les choses seraient défaites, cela peut leur apporter, bien évidemment, le virus du coronavirus, parce que nous savions que les chauves-souris s'apparentent un peu au pangolin. Sur ce, je voudrais quand même vous dire que le débat s'est très bien passé. L'opposition a voulu boycotter, ils ont boycotté, mais nous avons eu la chance d'être solidaires, d'être cohérents, d'être homogènes, et nous avons fait passer pratiquement toutes les modifications. On a eu l'amendement de tous les députés, et le volet exécutif, législatif, notamment la prolongation éventuelle des députés si le temps d'organisation des élections n'était pas bien propice. Donc nous avons aussi accepté cela, et enfin le judiciaire pour passer à la Chambre, notamment la Cour de cassation et la Haute Cour de justice. Donc ces trois modifications ont eu l'assentiment des députés du HDP. Nous avons eu près de 244 voix sur 246, deux voix qui n'ont pas suivi, mais apparemment la loi est très bien passée et nous avons eu les 2 tiers qui étaient 236. Donc encore une fois depuis, je profite pour remercier tous les députés, tous les sénateurs qui ont suivi le mot d'ordre du président Amadou Soumaoro, le mot d'ordre du président Alassane Ouattara et surtout celui du Premier ministre Amadou Gon. Aujourd'hui, le RHDP est un grand parti qui a 154 députés, qui a pratiquement 86 maires, 86 sénateurs, qui a près de 180 maires et aujourd'hui nous faisons l'unanimité au niveau de notre pouvoir de majorité à l'Assemblée. Alors cette même opposition parle d'un vote antidémocratique et illégal aussi, parce que se basant sur les textes de la CEDEAO auxquels la Côte d'Ivoire devrait se conformer, qu'en dites-vous? De quelle CEDEAO parle-t-il? De quelle loi parle-t-il au niveau de la CEDEAO? Nous avions eu ensemble ici dans ce pays l'avantage d'avoir participé tous au dialogue politique que le Premier ministre a ouvert avec toutes les formations politiques. Alors, dès cet instant qu'ils ont contribué à ce dialogue et qu'au dernier moment, ils se sont rébiffés et que le code électoral, le dialogue a été un acquis et que les points importants ont été acceptés et que nous sommes passés désormais au vote des lois, ben, c'est à l'Assemblée qu'il faille venir s'opposer. C'est pas la CEDEAO qui va venir dicter une loi aux députés qui ont un pouvoir impératif à eux. C'est pas la CEDEAO. La CEDEAO, c'est des traités. Donc j'aurais bien voulu que l'opposition se ressaisisse, qu'elle arrête de faire la chaise vide, que de rencontrer tous les jours sur les toits, dans des salons feutrés, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Le vrai débat se passe à l'Assemblée nationale. Qu'ils viennent prendre leur place, ils sont 88, qu'ils viennent prendre leur place et débattre et convaincre les homologues, leurs collègues députés. Mais de toute façon, même s'ils veulent voter, ils sont en minorité face à RHDP. Mais justement, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont en minorité qu'aujourd'hui ils font du dilatoire. C'est du dilatoire. Sinon, la meilleure manière de s'opposer, c'est de venir à l'Assemblée nationale et de voir le vote, parce que les 2 tiers, nous les avions au niveau du RHDP. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas les 2 tiers. Qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, les lois passeront. Et ça, ils le savent très bien. Et je les interpelle à faire attention, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un pays tranquille, un pays qui travaille, et que l'opposition s'oppose convenablement, mais surtout attaque les textes, et non faire du dilatoire dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Je vous remercie.